un des aspects des conditions, les aspects les conditions socio-émotives, les conditions institutionnelles et anthropologiques. Donc j'ai pensé mettre en côté la question des dimensions socio-émotives. Alors les dimensions, je vais laisser de côté mon texte et parler complètement du diapositive qu'on avait fait tout à l'heure, ça pourrait permettre d'évaluer le mouvement, un peu de alors, les dimensions socio-émotives, c'est d'abord le fait qu'on ait un tournant. C'est d'abord le fait qu'on ait un tournant dans la croissance des enfants. Un tournant, les enfants deviennent des adolescents. Un tournant biologique qui se situe vers 11 ans. C'était pas un hasard que ce tournant biologique corresponde dans beaucoup de systèmes à un changement d'institution. L'écolier devient collégienne à collégien, en même temps qu'il quitte le statut d'enfant et entre dans le statut de plus grand. Alors c'est une période où on parle parfois de difficultés de l'adolescent. C'est des difficultés qui ne sont pas spécifiques à l'école. Il y a des développements sur les relations dans la famille. Souvent le mal vécu par le jeune dans cette période de transition. Donc une vulnérabilité particulière. Dans beaucoup de sociétés d'ailleurs, ce tournant vers 11-12 ans, c'est des moments où il y a parfois des rites de passage d'âge. Et de passer du statut d'écolier et d'écolière à celui de collégien-collégienne, c'est aussi un rite de passage. Et paradoxalement, les rites de passage sont aussi des étapes dans la vie. Et le franchissement d'étapes, ça fait grandir. C'est pas forcément diffus. C'est pas forcément que des aspects négatifs. Ceci dit, au moment de ces rites de passage, au moment de ce passage plutôt de l'école élémentaire, je vous expliquerai pourquoi j'emploie le terme école élémentaire et pas celui d'école primaire. Le passage de l'école élémentaire dans l'école moyenne, dans beaucoup d'enquêtes internationales, on voit apparaître des sentiments non seulement de harcèlement, mais d'insécurité. Je lisais récemment une étude portant sur le Maroc, sur l'école au Maroc, avec le sentiment d'insécurité. Et ce sentiment d'ailleurs était plus grand sur le trajet entre le domicile et le collège qu'au sein même du collège. Mais au sein du collège, comme au sein des écoles élémentaires, la question du harcèlement est aussi quelque chose qui aujourd'hui est de moins en moins ignoré. Il y a un grand journal parisien, national français, titrait en moyenne un enfant par classe est harcelé. Se sent harcelé. Ou est harcelé. Si on se sent harcelé, on est harcelé. Point. Et pourquoi, je ne suis pas ni psychologue du tout, mais pourquoi ce phénomène, des phénomènes de constitution du groupe qui se construit un ennemi. On solidarise ce groupe contre un ennemi au sein de la communauté scolaire que l'on va harceler. Alors il y a ces sentiments d'insécurité, c'est aussi lié aussi, je vais en parler plutôt, franchir les étapes, lié au fait que alors on était le plus grand dans l'école élémentaire, on devient plus petit dans l'école du moyenne, dans le collège. Donc il y a ces dimensions-là qui sont des dimensions sur lesquelles je voudrais insister. La quatrième dimension sur laquelle je voulais
insister, c'est sur le fait qu'un des éléments fondamentaux qui a été prouvé par des études que je sais de réussite, de transition facile, de bonne réussite au collège, est lié à la qualité de l'enseignement en école élémentaire. Si les connaissances et compétences au sortir de l'école élémentaire sont fragiles, mal assurées, eh bien la transition va être très très difficile. La rupture, l'état, et c'est tout à fait, si je peux même qualifier le nécessaire pour grandir, certaines étapes, sera d'autant plus difficile à franchir que le jeune, la jeune, arrivera avec une fragilité au niveau de ses connaissances, en particulier dans le domaine linguistique. Mais pas uniquement dans le domaine linguistique, c'est aussi dans la maîtrise des quatre opérations de base. Donc, si je peux passer à la diapo suivante. Je n'ai pas la main. Je n'ai pas la main. Donc, je vais essayer de le faire ici. Tu peux essayer de me faire la diapo suivante. Alors, la diapo suivante, après les domaines et socio-émotiques, c'est sur les transitions institutionnelles. Alors la question des transitions institutionnelles se place dans un contexte qui est le contexte général de nos préoccupations, qui est la relative massification de l'enseignement post-élémentaire. Toutes les questions que je soulignais précédemment se posaient beaucoup moins, en tout cas celles des acquis de l'école élémentaire, quand le passage d'une scolarité post-élémentaire ne se posait que pour une infime minorité d'élèves. C'est parce qu'on est dans de bonnes politiques de massification, de relative massification, on évoquait les statistiques, c'est pas toujours plus de 50%. Des passages au-delà de l'école élémentaire que se posent des questions qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, les mots en usage, je vous ai dit que je parlais d'école élémentaire et pas d'école primaire, alors qu'ici on parle toujours d'école primaire jusqu'au cours moyen. Mais s'il y a aujourd'hui un cours moyen, c'est parce qu'autrefois il y avait un cours supérieur. Et j'y reviendrai, parce qu'autrefois il y avait une filière primaire et une filière secondaire, mais la filière primaire ne s'arrêtait pas au CM2. La filière primaire continuait au cours supérieur, voire après aux écoles normales d'instituteurs, voire après même à l'école normale supérieure d'instituteurs. Alors le mot école, on va pas trop en discuter. Le mot collège pose peut-être plus de problèmes, parce que là, dans la salle, nous avons les amis canadiennes, et au Canada, le collège, c'est une institution universitaire. Et Ibrahima, qui ce matin, en tant qu'historien, a fait quelques incises historiques sur le mot, sait que le mot collège vient d'institutions médiévales qu'on qualifierait aujourd'hui d'enseignement secondaire mais aussi universitaire. Mais il existe encore des établissements post-baccalauréat qu'on appelle collège. Donc le mot collège, tel qu'il apparaît aujourd'hui, il apparaît ici en Afrique francophone et en France, sous cette désignation-là, vers les années 1960-1970, au moment où le primaire supérieur, les classes de fin d'études, post-cours moyen, disparaissent. Donc le mot collège nous renvoie à une spécificité, on va dire, linguistique, qui est relativement récente dans ce sens-là, et qui apparaît au moment où il y a une interrogation sur les écoles moyennes. Généralement, on parle d'école moyenne pour les institutions qui scolarisent les enfants post-classe élémentaire, post-cours moyen, pendant 3-4 ans. Ces institutions portent des noms très différents suivant les pays. Et comme c'est encore Ibrahima qui l'évoquait ce matin, mais ça a été aussi évoqué rapidement
lors de la conférence introductive, il y a deux grands types de dispositifs. Le dispositif affiliaire, qui existait en France avant la mention des collèges uniques. Et comme on le disait à la conférence, en particulier en Allemagne. En Allemagne, il y a des écoles élémentaires qui sont de 4 ou 6 ans, et souvent de 4 ans, qui s'arrêtent souvent avant le cours moyen. Et à partir de là, une orientation en 3 filières. Une filière relativement courte, une filière moyenne, et une filière qui est destinée aux études, à ceux qui vont dans les études universitaires. Ces 3 filières sont basées sur une orientation précoce. Peut-être même plus précoce, puisque ça se fait parfois avant la fin du cours moyen. Voilà. L'Allemagne est un État fédéral, suivant les Länder, c'est pas exactement la même législation. Et puis c'est assez remis en cause depuis longtemps. Et il existe des établissements qui accueillent les 3 filières en même temps. Alors on pourra aussi, d'un point de vue économique, s'interroger un peu plus tard sur l'intérêt d'avoir plusieurs filières en même temps. Dans le même établissement, il s'agit de filières. Alors c'est l'Allemagne, c'est l'Autriche, c'est la Suisse germanophone, etc. Et ce modèle-là est assez répandu. Donc, ça c'est le modèle qui a 3 filières. Ce modèle il est percuté en particulier par un autre modèle très répandu parmi nous, c'est le modèle de l'école fondamentale, qui correspond à une ambition d'aller au-delà des rudiments appris en école élémentaire et de formation bien au-delà. En général, l'équivalent de la 3e, d'une scolarisation allant vers les 16 ans. Et ce modèle de l'école fondamentale, il se décline de différentes façons. Alors, il se décline bien sûr dans le domaine du curriculum, et nous allons avoir demain une demi-journée consacrée aux questions curriculaires liées à cette transition. Mais parfois, et le plus souvent, ça se décline dans des établissements séparés. On a un modèle d'école fondamentale, par exemple le Burundi, avec, si je me trompe, on dira que j'ai tort, avec les 3 premiers cycles dans des écoles élémentaires et 4 cycles dans ce qu'on appellera ici le collège. Alors il y a l'école fondamentale parce qu'il y a une suppression il y a quelques années de la barrière, que ce soit les examens ou autre chose, entre la fin du cycle 3 et le début du cycle 4. Mais on est dans des institutions séparées. À ma connaissance, il y a eu des tentatives d'unifier dans un même établissement l'ensemble du cycle fondamental. Il y a eu des tentatives en Espagne. Je pense qu'il y a eu des démarches arrière. Il y a quelque chose qui fonctionne, et j'ai envie de dire qui fonctionne toujours depuis quelques années, c'est la Volksschule au Danemark, où un même établissement conduit les enfants de l'entrée à 6 ans jusqu'à 16 ans. Et là, ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est que les enfants, certains les inconvénients, parce que là, il n'y a pas de rupture. Le groupe classe reste le même du début jusqu'à 16 ans. Question enseignant, à partir du cours moyen, il y a plusieurs enseignants qui interviennent avec l'enseignement principal, puis dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle 4, de nombreux autres enseignants interviennent, on est dans la situation classique. Mais il n'y a pas de contrôle institutionnel. C'est la même équipe pédagogique, et parfois avec un professeur pivot, le professeur de la loi, qui accompagne les élèves. Ceci ne serait pas que les avantages à d'avoir une équipe pédagogique de ces plans-là. Par ce biais, j'aborde la question de la spécialisation disciplinaire des enseignants. Passer de l'école élémentaire au collège, c'est généralement passer d'un monde où on a un seul enseignant à un monde où on en a plusieurs. Parfois beaucoup. Sur le concours, moi quand
parce que quand je suis passé en 6e, c'était vers 1960, et après l'école élémentaire, on entrait directement au lycée. Et j'avais, je pense que le professeur, j'avais un pour chacune des disciplines identifiées dans le lycée. Alors il y avait des professeurs pluridisciplinaires, il y en a qui faisaient l'histoire et la géographie, d'autres qui faisaient le français et le grec. Alors on ne pensait pas ça comme des polyvalences, hein. On pensait que c'était la réalisation des gens qui étaient mononeurs. Le français à la fin de grec. Le français c'est littérature et grammaire. On sait très bien, nous savons très bien que les disciplines telles que nous les connaissons sont le fruit de l'histoire, avec des regroupements et des non-apparitions. Tout à l'heure on parlait de la sociologie, c'est quelque chose qui est jamais apparu, ou l'économie, c'est jamais apparu comme discipline dans l'enseignement secondaire. En général, il y a quelques exceptions. Pour la sociologie, je sais. Les disciplines sont des fruits historiques, mais avec des enseignants qui ont une identité disciplinaire. Tout à l'heure, je parlais avec des collègues, ils disaient, dans quelle section disciplinaire es-tu, dans quelle section disciplinaire je suis. Donc je ne suis pas pour condamner les sections disciplinaires. La physique, la chimie, qui sont les mêmes subdivisées, font partie des sciences comme la biologie, la géologie, qui sont regroupées ici, souvent en secondaire, sous la même étiquette disciplinaire, et qui n'ont pas de grand rapport épistémologique entre la géologie et la géologie. N'est-ce pas, Denise? Voilà. Donc, en fait, il s'est posé, et il se pose toujours, une question de combien d'enseignants au niveau des collèges. Combien faut-il? Est-ce qu'il en faut 8, comme c'était mon cas, parce que c'était à cette période-là? Ou est-ce qu'on peut assurer avec 3-4 enseignants l'encadrement complet de toutes les disciplines au niveau du collège? Ça existe, hein, 3-4 enseignants dans toutes les disciplines au niveau du collège. Je connais ça dans des îles, dans des toutes petites îles. Voilà. On ne peut pas se payer le luxe d'avoir autant d'enseignants que de disciplines. Cette question-là fait partie d'une transition. Est-ce que je passe d'un enseignant unique à l'école élémentaire à 5-8 enseignants dans le secondaire? Alors, derrière ce débat sur le nombre, qui renvoie à la question de gestion, pour ceux qui gèrent le reste de RH, si je veux ouvrir un collège dans tel endroit, combien faut-il d'enseignants différents que j'ai? Si j'ai une grande plurivalence, je peux dire avec 4 enseignants, avec 4 profils différents, je fais tourner disciplinairement ce collège. Et je peux avoir qu'à faire dans l'emploi du temps 4 classes de gestion en parallèle, si je veux. Cette question-là pose, au niveau RH, aussi la question de ces enseignants bi, tri, plurivalents. Quelle est leur genèse? Et là, je pense qu'il y a deux voies qui ne sont pas forcément antagoniques, on peut jouer sur les deux. La première voie, c'est d'acclimater les enseignants du second degré à l'enseignement de jeunes élèves. Et la deuxième voie, c'est de faire monter en compétence les enseignants issus, alors là, je reprends mon primaire, de l'école élémentaire, de les faire monter en compétence. Il y a des gens très compétents qui sont. Pour les faire monter en compétence, peut-être pour faire des équipes mixtes associant ces deux origines. Après, si tu peux me faire passer la diapo suivante, j'en vais terminer juste avant la 2030. Alors, quelles questions cela pose? Cela pose des questions de contexte géographique. Alors, il y a le rural et l'urbain. Il y a l'urbain ici qui était pointé tout à l'heure par une collègue de Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des quartiers très différenciés. Et c'est vrai que les statistiques ici ne distinguent que le rural et l'urbain, c'est facile. En plus, le rural est défini par le statut de la commune. C'est facile à les gérer, et que si on distingue l'urbain difficile, ça va se poser la question de qu'est-ce que je fais de l'urbain difficile par rapport à l'urbain des plus difficile. Au niveau du gestionnaire, c'est une question. On sait qu'en général, c'est le rural et
qui est la situation la plus difficile. En tant que géographe, parce que je suis géographe de formation, vous savez tout, le rural, ça pose le problème de densité de population. Donc de densité des implantations. Des implantations d'écoles, mais aussi des implantations de collèges. Alors l'histoire nous dit qu'à plus d'une heure de route, quand la distance entre le domicile et le lieu de scolarisation est plus élevée qu'une heure, ça devient difficile. Ça devient un handicap fort pour la poursuite des études, pour la suividité. Alors l'heure, elle peut être comptée en heure de transport en commun. Elle peut être comptée, construite, comptée en voiture, comptée en moto, et à pied. Plus souvent, c'est à pied. Donc ça, il y a quelque chose qui va jouer sur la densité. Plus la densité est faible, plus il faut multiplier les implantations si on veut pouvoir s'adresser à tout le monde, ou mettre en place des systèmes d'internat. Et les systèmes d'internat, ça pose effectivement des problèmes de coûts pour les familles et des coûts pour l'État et les collectivités si c'est pris en charge. Donc plus les collèges peuvent être de petite taille, je pense que le Côte d'Ivoire a bien avancé dans ce domaine, plus il est possible de diffuser la scolarisation. Densité et implantation des collèges vont faire, mais vont aussi liées à la plus ou moins grande plurivalence des enseignants. Dans le contexte géographique, oui. Donc stabilité des équipes enseignantes. La stabilité des équipes enseignantes, c'est vrai que ça peut plus se poser dans le rural que dans l'urbain, y compris dans l'urbain périphérique. Dans l'urbain moins favorisé. Pourquoi? Parce que ça va poser des problèmes pour les coûts, les enseignants mariés. Si les déplacements, ne serait-ce que pour aller toucher sa paye au centre administratif. Donc là, il y a une question de fixation des équipes enseignantes dans le rural. Ça, vous connaissez certainement. Avec les questions de logement, je parle avec la vie maritale, je parle avec les questions du logement, je pense que et qui sont aussi fortement liées aux autorités locales, parce que les autorités locales favorisent, y compris dans le logement, la durabilité de l'équipe. Mais ça pose aussi du point de vue des autorités administratives, comment on favorise, y compris financièrement, l'implantation dans des conditions moins attractives. Qu'est-ce qu'on met comme aide pédagogique? Comment on y favorise le travail en équipe des enseignants? Et je fais le pari que la stabilité des équipes enseignantes est un facteur qui aide à la réussite au collège et à la transition. Je serai rapide sur l'architecture scolaire, qui est souvent un impensé. Ça commence à l'état des toilettes. Et là, dans lequel je voyais sur les collèges pilotes, pour les communicateurs non potable. La type de l'eau courante. La type de l'eau courante dans le collège. Toutes ces questions-là, questions d'hygiène, renvoient à ce qu'on pouvait dire au début sur la question des soins des enfants dans cette période de passage à l'adolescence. Alors, je n'ai pas pour moi qu'elle doit être l'eau. Il y a bien sûr. Puis, le dernier thème, c'est la soutenabilité budgétaire, sachant que les financements, souvent les cas de figure, vous le savez, peuvent être d'État, peuvent être de district, peuvent être parfois communautaires. Ici, ça fait surtout à ce qui peut être joué au niveau des politiques nationales. Et bien sûr, implicitement, je parlais des établissements publics. Je ne parlais pas des établissements privés qui ont, en règle générale, leur propre logique de soutenabilité budgétaire. Voilà, donc aujourd'hui, cet après-midi, on va discuter de ces thématiques des niveaux institutionnels, environnementaux et socio-émotifs. Nous aurons d'abord deux restitutions d'études. D'abord par Madame la professeure Maïté,
année a bénéficiera de l'intervention de Jacques Dessia, et Jacques Marchand a suivi votre projet, c'est les anciens de l'équipe. Ceci est prévu pour se terminer à 15h30, je pense qu'on pourra être à long, comment t'as dit. Il passe maintenant, il a été aussi dans le programme. Après la pause, il y aura une paire de monde, on en parlera le moment venu. Je sais de tout de suite faire place à Madame la professeure bienvenue là. Merci beaucoup. Donc, de toute façon, j'ai à vous présenter notre projet que nous avons eu à mener ensemble avec Madame Véronique Attias-Bédage de l'Université Gustave Eiffel de France, Monsieur Alain, professeur Alain Sissao du Burkina Faso de l'INS CNRS. Et nous avions à travailler donc sur l'articulation école-collège à travers l'analyse des dispositifs organisationnels et pédagogiques qui sont mis en œuvre au Burkina Faso et en Guinée. Et nous avons eu la chance quand même d'avoir deux pays qui sont assez comparables, parce que le Burkina Faso et la Guinée, nous avons des systèmes éducatifs un peu comparables aussi, bien que la Guinée ne soit pas encore dans l'enseignement fondamental, alors que le Burkina a fait le pas. Mais le Burkina a fait le pas surtout peut-être dans certains textes. Parce que ce que nous avons remarqué au niveau du Burkina Faso, c'est que ça n'existe en réalité pas. Parce que même au niveau des structures, nous avons une direction régionale de l'enseignement élémentaire et nous avons une direction régionale du poste de l'enseignement du collège, l'enseignement secondaire post-primaire. Donc c'est scellé déjà, et donc je ne vois pas en quoi cela est une continuité. Ceci dit, nous avons quand même aussi beaucoup d'enjeux actuels qui sont les mêmes, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup soutenus par l'aide extérieure. Donc, ceci pose assez de problèmes parce que si l'État ne parvient pas à prendre en charge certains aspects de la formation, beaucoup d'aspects d'ailleurs de la formation, on va le dire ainsi, ça devient une complication. Et donc, nous avons donc pu regarder un peu ce qui se passe au niveau donc, de ce passage dont le professeur parlait tout à l'heure, du primaire au secondaire, avec les taux d'abandon, avec tout ce qu'il y a autour. Et nous nous sommes dit que peut-être qu'on pourrait le regarder à l'aune de la rupture géographique. Donc, la rupture géographique, lorsque les enfants quittent leur domicile habituel pour aller dans les centres-villes, tout ce que ça crée comme problème. Et la rupture pédagogique, lorsque nous avons à la fois un maître à l'école primaire et après nous avons plusieurs enseignants, alors que les élèves ne sont pas préparés pour cela. Et la rupture affective, parce que l'enfant quitte sa sphère familiale, des fois pour une autre sphère. Et aussi, l'enfant quitte la sphère qu'il connaissait de l'école, de son école, de sa classe, pour aller vers un autre milieu qui n'est pas encore connu de lui. Donc nous sommes passés par ces différentes ruptures pour pouvoir essayer d'analyser cette rupture, ce qui occasionnait cette mauvaise transition que nous avons dans notre pays. Donc l'objectif général, c'est analyser les dispositifs organisationnels et pédagogiques, maintenant que ces dispositifs soient formels et informels. Parce
Parce que comme il y avait la continuité pédagogique au Burkina, alors que ça n'existe pas en Guinée, on s'est dit quand même qu'il y avait des choses qui se faisaient de façon informelle. Et l'objectif spécifique 1, c'est élaborer un cadre conceptuel de la relation entre les caractéristiques des dispositifs organisationnels et les difficultés des élèves dans la transition école-collège. Et là, ça fait l'objet en fait de la phase A de notre projet, parce que nous avions deux phases, une phase A et une phase B. Dans la phase A, au début, nous avions également une recherche quantitative dont on a dû renoncer à cette recherche quantitative compte tenu du financement que nous avions. Donc on a refait une autre méthodologie lorsqu'on a reçu des fonds, on a compris ce qu'on a eu idée des fonds qui nous étaient alloués. Donc l'objectif spécifique 2, c'est analyser les représentations des acteurs sur les dispositifs mis en œuvre durant la transition école-collège. Nous verrons plus tard quels sont les acteurs qui ont été, que nous avons essayé de contacter dans ce cadre-là. Et enfin, envisager des mesures de rémédiation si possible. Et nous avons également dans ce cadre-là des recommandations vers la fin par rapport à tout ce qui a été vu sur le terrain. Les étapes, voilà la démarche que nous avons adoptée. Au début, nous sommes partis, même dans le cadre de la conception de notre projet pour la soumission de notre proposition de recherche, on a fait des travaux préliminaires que nous avons réalisés conjointement sur le Burkina et la Guinée. Donc on a cherché à recueillir des données sur la transition. Qu'est-ce qui existait? Donc on est parti de là. Ce qui nous a permis après de planifier la recherche en deux phases et en privilégiant justement l'approche qualitative parce que nous avions voulu avoir des données qui ont un sens pour nous. Savoir comment ça se passe réellement. Et donc la phase A, et la phase A, nous sommes partis également sur les régions qui avaient le plus fort taux de transition école-collège et les régions qui avaient le plus faible taux de transition pour avoir une diversité de situations. Nous sommes partis de là pour pouvoir donc aller sur le terrain. Et là, on a choisi deux régions dans chaque pays, on avait déjà d'abord 4 régions au départ. 4 régions, 2 à fort taux de transition, 2 à faible taux de transition. Et dans la deuxième phase, nous avons réduit, puisque nous avions déjà beaucoup d'informations, et donc pour certains publics, il y avait déjà une circulation d'informations, on s'en est tenu à une région pour les faibles taux, une région pour les forts taux. Et nous avons, si vous regardez ici au niveau de la phase A, nous avions donc les autorités et les responsables, c'est-à-dire qu'elles soient autorités régionales ou préfectorales, nous avions donc pris les 8, c'est-à-dire sur les 4 régions, chaque région nous comprenait fondamentalement le représentant, celui qui est au niveau régional et celui qui est au niveau préfectoral. Donc là, on en avait plus au niveau du Burkina Faso, parce qu'au niveau du Burkina Faso, il y avait donc un qui représentait l'enseignement élémentaire et un autre qui représentait le poste primaire. Donc, on avait beaucoup plus à ce niveau-là. Nous avons également utilisé donc des focus group pour avoir les parents, pour avoir les enseignants. Certains enseignants qui sont au niveau de la 6e qu'on appelle en Guinée 7e année. Et donc, on a essayé de faire aussi des focus group au niveau des élèves de 6e et au niveau des élèves de 6e, je veux dire CM2, et 7e, 6e alors pour le collège. Et en fin de compte, vous avez là l'étape 5, le traitement des données, évidemment, présentation des résultats au niveau national
nationale parce qu'on a présenté certains résultats au niveau du Burkina et puis à Guinée lors de journée scientifique, publication d'un article scientifique, projet de publication d'un chapitre d'un ouvrage collectif et aussi un autre projet de publication d'un ouvrage qui est déjà sous presse. Les conclusions de la recherche. Nous sommes rendus compte donc que les dispositifs évoqués dans le cadre du continuum éducatif sont principalement pédagogiques. Ce n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de dispositif organisationnel. Tout ce dont on parle, c'est voir comment ça s'enchaîne d'une matière à une autre. L'articulation qu'il y a entre, par exemple, ce qu'on fait en français ou bien en lecture dans les autres et ce qu'on fait au niveau de la sixième année. Et donc, et les enseignants du collège ne parlaient que de ça. La préparation des élèves dans le cadre de la transition est timidement réalisée par les enseignants des deux cycles. Que ce soit les enseignants du primaire, donc qui ont une culture intégratrice, parce qu'ils enseignent toutes les disciplines, que ce soit les enseignants du post-primaire qui ont une culture exclusive, donc ils n'enseignent que leur matière. Donc tous, ils parlaient vraiment de cette transition très timide. Donc les enseignants du secondaire spécialistes de deux disciplines au plus consacrent moins de temps à leurs élèves comparé à ceux du primaire. Ça se comprend parce que ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'en réalité, les enseignants du secondaire, lorsqu'ils viennent pour leur cours, parce qu'ils ont généralement une charge de 2 heures ou de 4 heures par jour, après, c'est pour filer, aller dans le privé, pour aller chercher donc à remplir leur niveau. Ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps à accorder aux élèves. Donc, il y a des programmes quand même décennaux qui existent au Burkina Faso et en Guinée qui ont des passerelles pour réduire le développement. Je dis bien qui ont, mais ça n'a pas encore été mis en œuvre pour qu'on sache s'il y a effectivement ce passage-là. Est-ce que ça a permis? Sinon, ça existe. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et la 5e conclusion, c'est que les professeurs principaux ne semblent pas exercer les rôles de gestion intermédiaire attendus. On a pensé dans la 2e phase, quand même parce qu'on les avait oubliés, qu'il y a quand même des professeurs principaux qui devaient jouer un rôle fondamental dans le cadre de cette transition. Mais en réalité, les professeurs principaux, ils n'ont pas le temps eux-mêmes. Ils sont rarement à l'école et quand ils le sont, c'est généralement pour leur cours. Ils sont là pour leur cours. Parce qu'ils ne sont pas motivés. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Quand quelqu'un dit qu'il a, par mois, parce qu'il est professeur principal, on lui donne 20 000 francs guinéens, imaginez, ça fait 2 euros. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester pour avoir les 2 euros là, rester toute la journée à avoir des élèves, mais il va aller dans une école privée pour essayer de pouvoir arrondir les effets de nous. Ça, c'est évident. Donc, il n'y a rien. Et puis, ils ne sont pas formés, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent réellement faire. Ce qu'ils font juste, c'est calculer des moyens et donc ils rendent les marges. Et dans les 2 cas, que ce soit au Burkina, que ce soit en Guinée, c'est pareil. Non, c'est que moi, donc, l'impact de la recherche. Donc, cette recherche, quand même, a permis à conscientiser le pouvoir public ainsi que les cadres des écoles sur la nécessité de créer des cadres de concertation ainsi que des outils de la transition école-collège. Parce qu'au début, lorsqu'on est parti vers eux, on se demandait ce qu'ils voulaient, ils se demandaient ce qu'était la transition. Donc, on a essayé d'expliquer, de faire vraiment d'expliquer ce qu'est la transition, on leur a expliqué les bienfaits et tout ça, ce qui a permis de les conscientiser. Aujourd'hui, quand même, ils savent ce que c'est. Et puis, on était aussi avec des gens du ministère de l'Éducation nationale dans notre équipe.
Donc, deuxième étape, il y a la présentation donc, de la recherche qui a été faite au MENA au début, au Burkina Faso au début de la phase 2, et la présentation donc, des résultats de recherche du projet d'ordre des journées scientifiques de l'ISEC en présence des cadres du ministère de l'Éducation nationale. Il y a déjà un article qui a paru donc, dans la revue internationale de l'éducation du CEF, le vécu des filles guinéennes au collège, sortir d'une logique déterminée. Maintenant apparaître, il y a un chapitre d'un ouvrage collectif, il y a justement un ouvrage qui est à apparaître, qui doit apparaître aussi sur le Burkina Faso. Mais en plus de cela, il y a d'autres collègues aussi qui sont membres des équipes, qui sont en train aussi de travailler sur d'autres articles. Et il y a même un de mes étudiants aussi qui est en train de faire son mémoire de master sur les dispositifs organisationnels au niveau de localité de la Guinée. Il y a, effectivement, on a trouvé qu'il y a des liens entre justement cette recherche et l'ODD4. Avec, vous savez, il y a 7 cibles, l'ODD4 a 7 cibles, et donc avec 4 des cibles, donc nous avons vraiment des liens avec l'ODD4. Quant à l'enseignement, ça je l'ai fait reprendre l'intitulé justement des cibles. Donc à l'enseignement primaire et secondaire, universel, équitable et tout ça. Et donc ça le poursuit parce que tout ce qu'on est en train de faire, et quand on a vu aussi par rapport aux filles, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, là c'est une restitution vraiment brève qu'on vous fait, sinon on a regardé sur le genre, le comportement, qu'est-ce qui se passait à ce niveau, quels sont les problèmes de conflit qui existaient entre les élèves et surtout sur les filles, les problèmes de violence et effectivement aussi tout ce que le professeur parlait tantôt sur les latrines qui n'existaient pas et qu'il fallait que les élèves sortent de l'école pour aller à côté, pour aller se mettre à l'aise. Tout ça, ce sont des facteurs qui font que la jeune fille, il est difficile de rester à l'école. Et surtout les distances qu'il y a à parcourir aussi lorsqu'on n'a plus de collège dans les proximités. Donc, ça devient difficile pour justement pour les autres. Et enfin, donc, nous avons là ce qu'on a prévu pour la suite des recommandations. Ce serait bon que nous pensions à mettre en place un cadre de préparation de la transition école-collège. Et donc ça pourrait être fait justement avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire qui avait déjà eu l'étude parce que l'inspecteur général était là lorsqu'on avait fait cette présentation. Il y avait également l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui était là. Et donc, pour suivre ça, il faudrait qu'on puisse après mettre autour de la table vraiment tous ceux qui interviennent à ce niveau-là, au niveau des deux systèmes. Ne serait-ce que nous avons vu quelque part où il y a eu des initiatives au niveau local où un parent d'élève qui est parent d'élève mais qui est à la retraite parce que c'était un enseignant et qui a essayé de faire un peu des choses, c'est-à-dire qui a pris les enfants de l'école pour aller les présenter, les amener au collège pour qu'ils essaient de visiter le collège. Pour en parler, on a vu quand même des cas comme ça isolés, donc sur lesquels on pouvait partir pour essayer de mettre en place. Et aussi, enfin, parce que vous savez, chez nous, souvent, on fait le beau test, après il n'y a pas de suivi. Ce serait bon qu'on suive ce qui a été fait, ce qui a été écrit, qu'on le suive ça, et au gré pour savoir si ça, pour qu'au moins, il y ait à la fin qu'on puisse dire que ça a pu apporter quelque chose et que la transition elle s'est améliorée. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. On va revenir sur la partie je vais un peu en commentaire. Je vais une présentation de l'information proposée dans le milieu des
effectivement au collège beaucoup d'élèves qui sont en situation de sécurité scolaire, ils sont tournés à l'apprentissage, ils sont occupés à retourner à la société contre eux. Et là, effectivement, le problème est global et c'est important. Et donc, c'est très bien par exemple, pour avoir fait la leçon 2 et l'attendre l'école principale. Ce qui me fait venir en fait à la deuxième formation, organiser l'intégration des élèves au collège. En fait, pour que les gouvernements vous incluez dans vos travaux, il faut que les adultes se sentent seuls. Ça me paraît une évidence. Pas toujours atteinte, voire trop atteinte. C'est-à-dire que, effectivement, si l'équipe d'adultes est dysfonctionnante, comment les élèves vont se sentir à l'aise dans cette condition incroyable qui a un marqueur fort, tu l'as dit tout à l'heure, volontaire, voilà, on change d'institution. Là, je parle de l'institution dans tous ses sens, c'est-à-dire l'institution, comme la famille, comme les pères, comme l'école, etc. On change, on se réinstitutionnalise dans une position adolescent, on est déjà adulte, pas encore. Et donc c'est là toute la difficulté de la société. Et si derrière les équipes adultes ne sont pas capables de s'entendre sur des trucs, un certain nombre d'organisation, d'accueil, d'écoute des parents, tout, comment les gens vont se sentir à l'aise. Donc je crois qu'il faut le dire, il faut le montrer, et en fait, intégrer dans la formation des adultes cette capacité à travailler ensemble. La question, c'est de quel collectif, c'est de quel collectif. Et enfin, sur notre recommandation, sur une question de genre, je sais je suis assez convaincu qu'effectivement qu'il faudrait sur la prévention du harcèlement et des violences, mais pas seulement de l'action des filles, c'est que le problème de la stress, ça prend de voir si un garçon qui ne se respecte pas ne peut se respecter. Et inversement. Et donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste dans une approche punitive, moraliste, culpabilisante de l'agression qu'on fait à l'autre, que l'autre soit une fille ou un garçon, c'est bien de travailler sur le respect dont nous sommes capables d'être individuels en direction des autres, que l'on soit fille ou garçon. Et quand on lance ça, cette forme de parité de regard qu'on regarde sur l'autre, je crois qu'on aura une partie des violences sexistes et femmes. Voilà, donc je capte ce propos en global. Merci Jacques Lésia. Maintenant, nous allons écouter le professeur Michael Aladin, excusez-moi, et son collègue, le docteur Augustin Blanguello, qui vont prendre le micro de la parole. Merci beaucoup. On va le faire. Alors, cette restitution, on l'a fait plusieurs fois, en 1 heure, en 1h30, en 45 minutes. Ici, on se propose de la faire en 15 minutes, tout en essayant de garder le niveau de clarté. Donc, nous, on a travaillé sur le décrochage et l'accrochage pendant la transition entre le primaire et le secondaire. Et notre travail a été réalisé dans 4 pays, donc au Bénin, au Niger, au Gabon et en Haïti. Je précise qu'il s'agit d'un projet que j'ai co-coordonné avec le professeur Goza de l'École normale supérieure de Miami. Dans le cadre de ce projet, on a adopté un devis mixte, explicatif, et on a adopté aussi une posture de sciences ouvertes qui nous a permis d'impliquer pas mal d'acteurs et qui nous a amené aussi à faire un suivi de cours. Donc, on a, si mes souvenirs sont bons, 1634 élèves qui sont impliqués dans le projet, qu'on a suivi depuis la dernière année, donc du primaire, donc le CM2, jusqu'à environ le milieu donc, de la première année du secondaire, donc la classe de 6e. Donc, on a eu à faire 2 passages. Ce sont des enquêtes qui ont été assez lourdes et je profite pour remercier le programme Attente parce que je ne sais pas comment on aurait pu faire ça autrement que d'avoir eu des moyens conséquents. Parce que vous vous imaginez, quand on prend une cohorte comme ça au primaire, dans une classe, vous pouvez vous retrouver avec 10 collèges ensuite. Donc il faut aller partout. Il faut aller partout sur le territoire, peu importe là où l'élève est allé faire ses secondaires. Et ça a été un défi qu'on a fait. Alors,
de façon spécifique, on a analysé les interactions des facteurs individuels, mais aussi familiaux et scolaires dans le processus de l'accrochage des élèves pendant donc, cette transition. On a essayé d'expliquer le processus de décrochage, regarder les facteurs de risque, mais aussi les facteurs de protection, comme on les a appelés. Ensuite, on a essayé d'appréhender les motifs du décrochage lors de la transition. Et enfin, on a essayé aussi, ensemble avec les acteurs, d'identifier des pistes de solutions qui pourraient permettre de prévenir le décrochage scolaire pendant cette transition-là. La démarche méthodologique, j'en ai parlé, mais il faut voir ici ce qui est intéressant, donc la répartition de l'échantillon suivant les pays. Donc, ces personnes-là, on est retourné les voir une deuxième fois, donc pendant la deuxième année du projet, comme je l'ai dit, et les taux de couverture, c'est ce que vous voyez là. Le taux de couverture, c'est sur 100 individus qu'on a visités lors de la première enquête, combien on a pu retrouver lors du second passage. Donc au Bénin, on tournait autour de 99%, 94% au Gabon, 98% au Niger, et malheureusement 47% en Haïti. La situation sociopolitique s'était fortement dégradée en plus de la Covid pendant la période, ce qui fait que ici, dans cette restitution, et d'ailleurs dans notre rapport, dans l'ouvrage apparaît et dans les articles, on en a beaucoup qui ressortent de ce projet. Dans les articles, la plupart du temps, on ne met pas Haïti parce qu'il n'y a pas le deuxième passage et notre démarche méthodologique reposait vraiment sur le suivi de la cohorte. Donc, on a pu faire des analyses, disons, descriptives des données de la première année pour Haïti, mais dans la démarche de piste causale qui s'en est suivie, on retrouve donc les trois autres pays. Je laisse Augustin présenter quelques Je m'appelle Augustin Agréant et je suis statisticien, professionnel de recherche sur le projet de transport. Et comme on le dit dans mon pays, lorsqu'on trébuche comme tombe, on ne regarde pas là où on est tombé, mais il faut aller regarder là où vous êtes, vous avez trébuché pour insérer un peu ce qui s'est passé. Donc, quand on considère les premiers de l'ESCOM 2018, le taux d'achèvement au secondaire dans notre collège est d'environ 36% en activité salariale. Ce qui veut dire que 600 personnes qui quittent le primaire, qui vont construire au secondaire, environ 36 arrivent à achever. Donc, si on doit se pencher seulement sur ce qui se passe en fin de ce second cycle secondaire dans le collège, on ne pourra pas mieux appréhender les facteurs qui viennent des motifs de cette culture. Il faut remonter en arrière pour insérer pour voir dans l'ensemble un peu ce que c'est décrochage. Donc, vous, le suivi de droite. Et nous avons fait le suivi de droite en suivant l'analyse en piste causale, une analyse structurelle, qui nous a permis de mesurer et de quantifier les interactions entre les différents facteurs qui interviennent dans l'accrochage et aussi dans le décrochage scolaire. Parce qu'au niveau du décrochage, on identifie deux paramètres. Il y a le décrochage interne, où malgré que l'élève soit en classe, il présente des signaux de décrochage par ses interventions, par son détachement des activités scolaires, qui peut déjà dans le système, on peut déjà agir dessus. Et donc, en faisant notre analyse, on a beaucoup de facteurs, que ce soit la dimension scolaire, la dimension familiale, la dimension à l'élève, qui interviennent dans le risque du décrochage scolaire, notamment du bien-être social, qui est une variable qui a été évaluée et à travers l'étude du choix des élèves et sans la vie sociale et la situation, nous avons des éléments qui le comportement scolaire de l'élève, donc c'est le taux de travail, son comportement ça de coup lorsqu'il enseignant fait le travail. Nous avons les effets de l'enseignant, la relation entre enseignant et élève, la relation parent-école, et aussi un peu la performance scolaire qui intervient dans le risque de décrochage scolaire. Mais lorsqu'on peut faire
indique les facteurs à risque de décrochage et les faits de couleur avec les facteurs de protection. Donc, avec une étude plus importante, l'âge impacte beaucoup plus sur le décrochage scolaire. Donc, les enfants qui ont un âge de 15 ans et plus ont plus de risque de décrocher lors de cette transition. Nous avons également la séquence de redoublement populaire, les performances scolaires et l'agent de soutien scolaire qui est ici une personne mobilité qui suit les élèves et qui les aide à bien maîtriser les leçons enseignées en salle et aussi les aider à surmonter les activités scolaires. Et lorsqu'on voit maintenant dans la localité, on voit que l'unité de l'agent de soutien scolaire n'est pas à la portée de tous les ménages de tous les parents. Et du coup, on voit que c'est plus les ménages qui ont pris l'exemple, qui peuvent se permettre de suivre les performances de leurs élèves, de leurs enfants à travers la politique scolaire. On remarque également que la relation parent-école est très importante pour impacter sur l'effet de l'enseignant sur les élèves, impacter sur la performance scolaire et par ricochet diminuer également le risque de scolaire. Et la bonne nouvelle, cette relation parent-école que nous avons ici n'est pas en relation avec le confort, n'est pas en relation avec le revenu des parents, mais c'est beaucoup plus en relation avec le niveau d'éducation de ces parents-là et aussi à la valeur que ces parents accordent à la scolarisation de leurs enfants. On remarque ici également qu'il y a un effet enseignant qu'il y avait tantôt qui était dit. Donc, lorsque les parents suivent les élèves en allant dans les écoles, ils poser des questions, même de savoir ce que l'enseignant a fait tel jour, ça oblige l'enseignant à accorder beaucoup plus d'attention à ces élèves-là et donc de les aider à surmonter les difficultés scolaires. Donc, en résumé, on remarque que les facteurs de décrochage scolaire, il y a notamment l'âge, le sexe, dans notre cas, c'est beaucoup plus les garçons qui sont à risque de décrochage, notamment des garçons qui sont beaucoup plus âgés, donc un âge un peu supérieur, et qui développent une propension bien, qui développent une habileté au monde professionnel. Donc, ils commencent à se nous avons le niveau d'éducation. Au niveau des familles, les facteurs à risque, je pense qu'il en a parlé dans le graphique. Donc, ce sont les moyens financiers, les ménages où il y a des femmes qui font chef de ménage, il y a plus de risques de décrochage. Ensuite, on est allé regarder un peu les motifs. Donc, avec les données, cette fois-ci, qualitatives, on est allé regarder les motifs de décrochage que les acteurs eux-mêmes citent, en fait. Ici, on s'est basé sur l'analyse a donné 36 énoncés. Donc ici, on présente seulement les énoncés qui ressortent à 49% et plus. Vous pouvez voir que l'énoncé qui revient le plus, c'est je voulais exercer une activité professionnelle. Ensuite, on note un manque de motivation scolaire ou insuffisance de travail scolaire qui conduit au décrochage. On a aussi je voulais travailler et gagner de l'argent à 57%. Donc, ensuite, à partir des 36 énoncés, on a essayé de regrouper les énoncés pour regarder un peu plus la tendance de façon condensée. Et ici, on voit bien que les difficultés scolaires et familiales, mais aussi le fait de vouloir aller vers le monde professionnel, sont les deux facteurs qui reviennent le plus. Et vous verrez qu'au Bénin, c'est surtout le fait de vouloir aller gagner de l'argent qui fait que les gens quittent,
décrochent pendant la transition, alors que dans les deux autres pays, ce sont plutôt les difficultés scolaires et familiales et au niveau des familles qui amènent à décrocher pendant la transition. Toujours les motifs de décrochage, mais cette fois-ci au niveau des parents, parce qu'on a voulu essayer de voir est-ce que les motifs varient d'un acteur à l'autre, et on remarque qu'au niveau des parents, on parle souvent du manque de motivation, du découragement et des redoublements qui se suivent, qui font qu'on est finalement amené à faire décrocher les élèves. On parle aussi des contraintes financières, des contraintes au niveau de la famille, qui amènent notamment dans ce cas à commencer par faire décrocher d'abord les filles et ensuite les garçons. On parle aussi du désir d'apprendre un métier, donc quelque chose qui est revenu chez les élèves, donc les parents aussi ramènent ce motif-là. Au niveau maintenant des enseignants, des directions d'école et des inspecteurs, on nous parle comme motif du manque de motivation, de la diminution de l'estime de soi, qui est souvent un estime de soi qui diminue souvent parce qu'il y a un redoublement, plusieurs redoublements. On nous parle aussi des contraintes socio-économiques donc dans les familles. On parle aussi étonnamment du système de gratuité de l'éducation au primaire, notamment au Bénin, mais qui n'est pas accompagné suffisamment et donc qui fait que certaines écoles manquent de ressources pour accompagner les élèves. On parle aussi des effectifs pléthoriques qui font en sorte que l'effet enseignant sur l'élève diminue considérablement. Ensuite, on est allé regarder un peu, lorsque l'enfant décroche pendant la transition, qu'est-ce que l'enfant fait? On retrouve ici 4 types d'occupations en général. Donc, il y a des enfants qui décrochent ou qui commencent par aider soit leur mère ou un autre parent dans son activité, souvent le commerce. On a des enfants qui décrochent et se retrouvent en apprentissage. Ça, c'est le cas typique du Bénin. On a des enfants, malheureusement, qui ne sont dans rien, qui sont à la maison tout simplement, et ça pose la problématique donc, de ce qu'on appelle les jeunes, ni un emploi, ni au travail, ni aux études. Et ça, on retrouve ça quand même dans une proportion assez élevée au Gabon et au Niger. Et ensuite, on a des enfants qui sont dans ce que nous avons appelé la débrouille. Donc, ce n'est pas de l'apprentissage, ils font de l'animation, des petits jobs pour temporaires. En conclusion, donc, on retient qu'il y a globalement 3 types d'actions à prendre. Donc, premièrement, il faut travailler sur la personnalité de l'élève. On ne peut pas laisser un élève faire cette transition tout seul, se débrouiller dans cette transition. Les résultats le montrent très bien. Il faut des dispositifs pour accompagner les élèves. Il faut des dispositifs de remédiation, de soutien scolaire aussi. Il faut faciliter les apprentissages. Et quand je parle de faciliter les apprentissages, c'est d'abord au niveau de la pédagogie. Tous les 3 pays, ce n'est pas la même chose, mais si je prends l'exemple du Bénin, c'est que l'approche par compétence est utilisée aussi bien au primaire qu'au secondaire, ce qui est une très bonne chose. Ce n'est pas le cas des autres pays. Mais on constate sur le terrain qu'au niveau du secondaire notamment, l'approche par compétence est remise en cause même par certains enseignants pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir après. Ensuite, il faut travailler auprès des parents. Pendant notre terrain, on a beaucoup entendu dans certaines écoles, mais ils ne sont pas éduqués, mais ils n'ont pas un niveau d'éducation. Nous, on a constaté dans nos résultats que les parents, même sans niveau d'éducation, qu'on essaye d'impliquer dans l'éducation des élèves, ça donne toujours un meilleur résultat que les parents, même éduqués qui ne s'intéressent pas du tout au parcours de son élève, de son enfant. En termes de perspective, enfin, on souhaite bien continuer l'analyse des déterminants, notamment psychosociaux, parce que si vous regardez le graphique précédent, ça revient beaucoup, surtout au Gabon. Donc on souhaite aller approfondir cette analyse-là. On souhaite continuer, et ça on l'a vraiment fait avec l'aide d'une ONG, à
la fin de leur projet, on souhaite continuer la sensibilisation sur l'accompagnement à la transition, aussi bien auprès des enseignants que des directions et des parents. Ça, c'est une action qu'on a pu faire. On a traduit les résultats de nos études dans des langues locales. On a mis ça sur des audios et on a pu faire des séries de sensibilisation. Et ensuite, on souhaite obligatoirement poursuivre à travers un observatoire le suivi de cette cohorte-là, tout au moins jusqu'à une classe de 3e du secondaire, et on recherche les moyens pour ça. Merci beaucoup, chers collègues. Oui, merci. Je voudrais remercier Jessica et Augustin pour cette brillante présentation d'une brillante recherche qui a été menée avec beaucoup de persévérance, d'efficacité et de franchement, vous avez abattu un travail très exceptionnel, très important, et ça permet de notamment sur ces questions de décrochage. Vous avez fortement posé la question des raisons jusqu'à la situation des élèves décrocheurs. Donc ça, c'est particulièrement original dans le contexte des études qui existent, notamment en Afrique, et ça a été relevé par l'autre référent scientifique, Christophe Michaud du CRED de l'Université de Nantes, qui avait montré que c'est original dans le contexte de l'analyse des décrochages. On peut peut-être mentionner l'apport aussi de l'analyse des perceptions des différents acteurs. Le fait que vous ayez pu vous appuyer sur un cadre théorique pertinent, c'est avéré assez solide sur le vigilisme. Vous avez su aussi mesurer la quantité de données, les concentrer et les traiter avec efficacité. Qui avait fait le très gros du travail. Il y a toute une série de pistes qui ont l'intérêt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, évidemment, qu'on n'a pas tellement questionné dans cette étude les pratiques de classe, la présence des manuels scolaires, le niveau de formation des enseignants. Donc ça, c'est l'intérêt finalement de l'étude, c'est de voir qu'on peut regarder le phénomène du décrochage avec d'autres lunettes pour regarder tout ce qui se passe dans l'environnement finalement de l'enfant, la relation avec la famille, la relation avec les enseignants, avec l'établissement. Et ça, c'est un peu un angle mort qui n'existe pas jusqu'à présent dans la recherche et qui est une invitation pour tous les pays à creuser véritablement ces sujets-là en complémentarité de ce que vous faites par ailleurs sur la cohérence des curricula, la qualité de la formation des enseignants, la disponibilité des ressources et intrants pédagogiques qui sont absolument essentiels. Vous l'avez un peu capté dans l'effet maître, qui résume beaucoup de choses, mais en tout cas ces équations structurales et avec la façon dont vous avez pu identifier certains facteurs absolument déterminants, qu'ils soient favorables ou défavorables à la transition, ce sont des invitations pour les politiques éducatives. Que faire pour que les enfants ne soient plus surâgés quand ils arrivent au collège? Que faire pour limiter les redoublements pour l'impact de traits négatifs constatés? Que faire pour prévenir les difficultés scolaires tout au long du primaire qui précède évidemment la transition? Et puis, voilà, les facteurs favorables, on voit bien que l'implication des parents a été fortement soulignée, la réussite, la performance scolaire, le poids des activités socio-constructivistes qui vont donner confiance à l'élève, développer ses habiletés sociales. Et donc, c'est aussi tout ce qui est soit le périscolaire, soit des activités plutôt ludiques dans le contexte scolaire. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte pour réussir la transition à la fois dès le primaire et ensuite continuer au collège. Donc voilà, bravo et merci parce que c'est une contribution décisive. Donc comme chaque dîner, nous passons à une phase de discussion, d'échange. Si vous avez des questions à poser à
C'est deux volontés qui sont représentées ici. Je vais y aller, Ma question s'adresse au professeur Djenabou, qui a semblé nous dire que la démarcation qu'il y a entre les structures de l'éducation de base et l'enseignement secondaire n'assure pas la cohérence. Je voudrais qu'elle élabore un peu plus là-dessus. Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est une perception? Merci. Une autre question? Merci. Je remercie les présentateurs pour la pertinence de sa présentation. Ma question concerne essentiellement la partie celle-ci qui a été présentée tout à l'heure. Un lien a été élaboré entre certaines variables de décrochage. Je voudrais savoir, en regardant de manière plus précise le lien entre le confort et le décrochage, au milieu, il y a eu l'argent suivi. Quelle est la nature donc, de cette relation entre le confort et le décrochage? Est-ce que c'est une relation indirecte, passant par l'argent suivi, ou une relation directe? Posez une question. Je vais simplement prendre le nom de l'interlocuteur. Merci. Vraiment, c'était de très belles études. Ma question concerne la deuxième étude. Et ici, on a pu analyser les facteurs de décrochage, mais je n'ai rien vu sur l'accrochage. Est-ce que ça veut dire que si ce n'est pas décrocher, c'est accrocher? Quels sont donc les facteurs qui permettent d'accrocher? Parce qu'on a vu certains facteurs liés à l'école, à la famille, etc. Et ça a été analysé sur le prisme du décrochage, alors que le titre nous annonce accrochage et décrochage. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments sur l'accrochage? Merci. Merci. Quatrième question. Merci. Sophie Babot, membre du CS Apprendre. Ma question concerne également la deuxième étude. Le temps qui vous était imparti ne permettait pas d'entrer dans les détails, et j'aurais besoin d'approfondissement, de petits éclaircissements sur le plan méthodologique. Premièrement, comment avez-vous fait pour constituer l'échantillon d'élèves décrocheurs? Comment les avez-vous identifiés? Et deuxièmement, tout à l'heure, on a vu donc une étude statistique de corrélation entre différents éléments, comme par exemple les difficultés scolaires et puis d'autres choses. Et je voudrais savoir comment vous avez fait pour déterminer, par exemple, l'item difficultés scolaires. À partir de quels éléments? Merci. Bonsoir à tous. Je suis le docteur Nat, à l'université de tout à l'heure, j'écoutais le professeur Aladadien, si je me trompe pas. Il a parlé, il a posé des questions en rapport avec le calcul de décrochage scolaire et d'accrochage. Et là, les différents facteurs en rapport avec le décrochage scolaire, il y a une variable que je souhaiterais, s'il y a une possibilité qu'il nous explique un peu plus en rapport avec les facteurs politiques. Par exemple, je rencontre la plupart des pays où les études ont été menées, on presque le même niveau de revenus intermédiaires.
presque le même niveau de développement. Quand on connaît le rapport du niveau de développement économique dans le processus de décrochage ou d'accrochage scolaire. Et j'aimerais savoir si, dans ces différents pays-là, l'impact de la dynamique économique, des dynamiques politiques, on peut influencer le processus de décrochage scolaire. Et également, la deuxième question, c'est de savoir comment est-ce que vous avez défini dès la base le processus de sélection des différents échantillons, des différents cohortes qui ont pu participer à cette étude, dès la base, dès le départ. Oui, nous voici avec un bon nombre de questions. Je pense que vous avez matière à répondre, messieurs. À moins qu'il y ait une dernière question pour les faire rentrer dans la salle, là. Si. Bon. J'ai oublié de demander aux gens qui posaient les questions de systématiquement se présenter. Alors je cours après eux pour voir leur étiquette, c'est pas vous. Donc ça me fait courir parce que j'ai pas fait ça. Merci. Moi, c'est Damo Foureyeni, assistant au département d'éducation spécialisée, et des 5 questions d'université en débat. Ma question s'adresse d'abord à la première étude. Je voulais savoir, lorsque vous parlez du cycle fondamental, cela repose à quel cadre normatif, vu que chez nous, par exemple, lorsqu'on parle du cycle fondamental, cela concerne 2 paliers de l'enseignement de l'éducation de base qui s'étend sur 6 ans. Le premier cycle étant le cycle des initiations, donc cycle CP, et le deuxième étant le cycle des enseignements fondamentaux, préparatoires, CE1, CE2, et puis le dernier étant le cycle d'approfondissement, CM1, CM2, et donc qui couronne le système d'enseignement de base, d'éducation de base, et ouvre à l'enseignement secondaire, donc qui dure 4 ans. Alors, à vous entendre, voir les débuts, il semble que vous étendez sur la durée votre cycle le cycle de l'enseignement fondamental sur 10 ans, donc c'est-à-dire allant de la CIL jusqu'à ce que chez nous, on va appeler la 4e année de l'enseignement secondaire. Alors, si c'est bon ça, cela repose sur quel cadre normatif? Et puis, il semble que c'est une nouvelle séquenciation scolaire que vous imposez à nos systèmes éducatifs. Et vu que ces différentes périodes d'éducation sont régies par des ministères différents, l'éducation de base étant régie par le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement secondaire allant de la première année jusqu'à la 7e année, l'enseignement secondaire ayant un ministère de tutelle. Et là, il y a un découpage, c'est-à-dire de la première à la 4e année, sans que c'est ce que vous venez dans le collège. Donc, il va de la 6e, de la première année pour les techniciens jusqu'à la 3e et la 4e année de l'enseignement secondaire. Comment est-ce que vous pouvez amener nos États à fusionner ces différents ministères pour s'ajuster à votre politique de cycle d'enseignement fondamental, parce qu'en ce qui concerne la première étude. Deuxième étude, vous parlez des prochains facteurs des prochains scolaires, étant donné que l'étude qui va du primaire au secondaire et au collège traverse une phase de son développement qui est normale la l'adolescence, dans une phase d'adolescence, avec des crises développementales qui animent cette phase de transition, tant sur le plan socio-affectif que cognitif, et les déviations comportementales auxquelles l'individu est confronté, comme par exemple les addictions aux drogues et d'autres formes de substances psychoactives. Est-ce que vous ne pensez pas que ces addictions, qui sont de plus en plus prolifiques dans nos pays en Afrique, peuvent être des facteurs de débouchage scolaire? Merci. Bien, nous allons passer à la réponse. Je laisserai encore. Ça vous laissera peu de temps pour répondre à la question. Non? Alors, vous allez pouvoir répondre et
pratique. Et si vous souhaitez avoir une position personnelle sur l'ordre du découpage ministériel, je vous laisserai l'apprendre, mais moi, je n'en parlerai pas. Je réponds déjà à la première question, évidemment, qui est la seconde écoute de la première d'ailleurs. Et la question là, ce qu'on a vu, c'était au Burkina Faso. Là, j'ai dit qu'il y avait une direction régionale de l'enseignement privé et une direction régionale du poste privé. Pour moi, ça pose problème parce qu'on m'a dit qu'on est dans un continuum. On est dans un continuum et qu'ils ont à la fois maintenant, c'est l'éducation de base qui s'étend de 6 à 10 ans. C'est-à-dire on est passé de 6 ans d'études à 10 ans d'études. C'est-à-dire que ça inclut le premier cycle du collège. Donc on a effectivement, comme vous l'avez dit, des sous-cycles du primaire, CP, CE, CM. Mais au-delà de cela, nous avons maintenant le collège qui vient se greffer, c'est-à-dire 6e, 7e, 8e, évidemment. Donc, ce n'est pas comme si nous on parle de 7e, 8e en Guinée, parce qu'on est dans cette nomenclature, 7e, 8e, 9e, 10e année. Donc, on a 4 niveaux là. Et donc, c'est ce qui fait qu'on parle d'éducation fondamentale, enseignement fondamental de 6. Maintenant, on quitte 6 ans, obligation, on va jusqu'à 10 ans. Mais simplement, c'est que ce qui se passe à ce niveau, on a dit qu'au Burkina, ça existe, et donc ils ont déjà fait le pas, alors qu'on a encore cela au niveau même, on va dire au niveau de la base, là où ça doit être fait, on a des cycles différents, on a des responsables différents. Si on met tout ça ensemble, on devrait, le moins qu'on puisse faire, c'est que ce soit chapeauté par un seul directeur, qui est à la fois le directeur de l'éducation base, c'est-à-dire l'éducation fondamentale. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, juste où on est allé avec cela, et étant donné aussi, ils ont encore jusqu'à présent l'examen d'entrée donc au poste primaire. Il y a toujours cela qui existe. Donc, je me pose la question par rapport effectivement à cette continuité pédagogique, puisque quand on a été aussi dans les écoles, on a vu que les écoles, rares sont les écoles où il y avait les deux à la fois. Sinon, vous avez les primaires par là et vous avez le poste primaire de l'autre côté. Merci, madame. Donc, on va passer la parole à quelqu'un sur la table, c'est donc tout le monde qui doit parler. Allez-y, professeur. Non, c'est comment? Première question, c'est plus au parcours de départ. Donc, on voit une variable là qui est mesurée à travers les biens de position que cette a été évalué. Et c'est pas juste que lorsqu'on s'intéresse aux relations entre ces différents facteurs et le risque de décrochage, on remarque que certaines sans prendre l'intervention des autres facteurs. Lorsqu'on les met en interaction, il y a certains facteurs qui disparaissent et on voit maintenant des relations qui sont directement avec le décrochage et des relations qui sont indirectes qui passent par d'autres facteurs. Donc, dans le cas de la variable confort de ménage, c'est plus en relation avec un agent de répétition. Donc, il influence plus le décrochage à travers le recrutement d'un agent de répétition. Pour ajouter quelque chose, on donne tout de suite la parole à Jean-Pierre Théophile. Pardon. Il y a deux questions très bien. Et approchage et décrochage, bien que dans la présentation, on n'a pas beaucoup plus mis l'accent sur l'accrochage, mais dans le rapport, ça a été étudié et ces facteurs
c'est notamment, comme je l'avais expliqué, avant de quitter le système, c'est tout un processus. On ne se lève pas au lendemain pour abandonner. Donc c'est un processus. Donc il peut passer par différentes phases, donc, où on peut avoir le décrochage interne, où l'enfant commence déjà par se détacher des tâches scolaires, ou les exercices, les absences, etc. Et qui a un impact sur sa performance scolaire. Donc on a étudié le décrochage et le facteur le plus marquant aussi, c'est l'autre condition, c'est l'estime de soi et les facteurs psychosociaux. Et ce qui est remarqué, lorsque l'enfant vient avec une bonne estime de soi, donc, il a tendance à s'impliquer dans ses tâches scolaires et améliorer et ce fait sa performance scolaire lors de la transition scolaire. Et aussi, c'est un facteur à double tranchant parce que lorsque l'estime de soi, donc il y a une corrélation positive, mais à partir d'un certain moment, l'enfant qui a une baisse d'estime de soi, à un moment donné, pour se recompenser, pour se protéger, il commence par développer des astuces pour pouvoir booster son estime de soi tout en ayant des détachements avec les activités scolaires. Par exemple, si pour faire un devoir, il a une mauvaise note, il y a le devoir, mais il vient en classe, il annonce à tout le monde qu'il n'a pas étudié aujourd'hui. Donc, cela, lorsque les deux sont sortis, il aura une mauvaise note, il pourra se demander que c'est parce qu'il n'a pas étudié, ou si elle est mauvaise, si elle est bonne note, pourra dire malgré que je n'ai pas étudié, j'ai eu une bonne note. Donc, pour se protéger, il vient en classe, il annonce ça déjà. Et l'autre moyen, c'est aussi le fait de se comparer. Donc, je travaille quand même mieux que ceci. Donc, on se recomporte et on reste dans la médiocrité et on reste un petit peu toujours. Le niveau le plus élevé, c'est lorsque l'estime de soi est complètement pratiqué, que la personne pour se donner de la valeur, il va commencer par se désintéresser carrément de l'école, trouver des moyens pour telle personne, malgré qu'il n'a pas étudié, à un tel niveau de confort ou un tel niveau dans la relation sociale, etc. Donc, on a remarqué quand même que l'estime de soi, c'est un facteur assez. Au début, ça a une relation positive, mais à partir d'un certain niveau, pour se protéger, l'élève commence à développer des moyens pour rester dans le détachement de l'école en repoussant son estime de soi. Par rapport à la question de l'accrochage, je voudrais compléter au niveau des parents. Donc, il y a, comme on l'a dit, l'implication parentale, peu importe le niveau de scolarisation du parent, qui est un facteur d'accrochage. Au niveau de l'école, il y a toute la relation entre l'enseignant et les élèves. Il y a le suivi que fait la direction scolaire. Et c'est pour cela qu'on ne l'a pas développé, mais à la fin, on proposait aussi de pouvoir accentuer la formation des directions d'établissement sur cet aspect-là. Il y a eu beaucoup de questions sur la démarche méthodologique, on n'a pas eu le temps de l'exposer. Elle est aussi complexe, il faut le dire. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les deux points focaux du programme Apprendre au Bénin, parce que notre démarche méthodologique a pris corps par là. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de regarder les données statistiques dans chaque pays pour faire une typologie des régions où les taux de décrochage sont élevés et des régions où les taux de décrochage sont faibles pendant la transition. Ensuite, sur la base de ces régions-là, on a choisi, mais vraiment de façon aléatoire, 4 écoles, donc 2 écoles qui sont dans les régions à fort taux de décrochage et 5 écoles dans les régions à fort taux de décrochage et 5 écoles dans les régions à taux de décrochage faible, ce qui fait que dans chaque pays, on a travaillé avec une dizaine d'écoles et ensuite pour le secondaire, il n'y a pas eu de choix, donc c'est un suivi de cohorte.
on va dans tous les établissements secondaires que les membres de notre échantillon de départ ont eu à fréquenter. En ce qui concerne... il y a beaucoup de variables latentes dans notre modèle de piste causale. Donc, si on ne l'explique pas, et effectivement, on ne peut pas toujours comprendre. Si je prends l'estime de soi, donc pour dire de façon globale, on s'est basé sur beaucoup de tests qui existent déjà pour estimer nos variables latentes. Donc, l'estime de soi, par exemple, on s'est basé sur le test de Rosenberg, qui est un test avec un certain nombre de questions, une quinzaine de questions qu'on pose, et ensuite, ça permet d'établir le niveau d'estime de soi. Pour les difficultés scolaires, c'est la même chose. C'est à travers un test qui permet de regarder un peu, lorsque l'élève termine le cours, c'est quoi son niveau de compréhension, quelles sont ses aptitudes en termes de révision à la maison, quel est son niveau de stress lorsque, à l'approche de l'examen, par exemple. Et ce test permet de faire la typologie donc, des élèves suivant le niveau de difficulté scolaire. Je finirai par la question sur les facteurs politiques. Donc oui, évidemment, parce que si vous regardez toute la question même pédagogique, c'est une question politique. Donc lorsque dans un pays, vous appliquez la pédagogie par objectif au primaire et la PC au secondaire, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est une question évidemment politique. Lorsque dans un pays comme le Bénin, on adopte l'APC aussi bien au niveau du primaire qu'au niveau du secondaire, mais qu'il n'y a pas une adhésion totale de certains enseignants, notamment au niveau du secondaire, on peut croire que d'avoir ce continuum-là est preuve d'efficacité, mais peut-être pas toujours lorsque dans la classe, l'APC ne se rend pas véritablement dans les pratiques. Merci madame, merci messieurs pour ces précisions. Je vais donner quelques éléments supplémentaires. Je crois que on passe au même déjà de cela, mais pas tant que nous en plus tard. Jean-Pierre Tuc, on nous demande de parler maintenant par Jérôme. Voilà, je suis. Merci beaucoup. Je vais commencer par un avant-propos, je vous promets d'être le plus bref possible, en disant d'abord que j'ai écouté des choses tout à fait passionnantes tout à l'heure, que j'étais très impressionné par les résultats qui ont été présentés par nos équipes, que vraiment je les félicite vraiment. J'espère que je n'ai pas trahi trop en faisant cette synthèse qui, comme toujours, ne peut pas être exempte de subjectivité, mais je vais essayer de la réduire quand même au maximum. Je vais passer sur les difficultés méthodologiques qu'on peut dire dans vos travaux écrits, simplement sur les aspects de l'analyse quantitative, etc. Et je vais essayer de dépasser le terme de difficulté qu'on a vu sur une diapositive au centre d'une page de mots. Quand on fait une recherche, forcément on a identifié les difficultés pour tout ça, mais la manière dont vous les avez présentées, pour moi, marque aussi que vous avez vu ça sur le mode de comment dépasser ces difficultés, sur le mode de la résilience. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Alors, j'organise mon propos autour de 3 mots-clés. Système que on va étudier, vous avez étudié sous l'angle de l'efficience, contexte, qui est évidemment le terme qui englobe l'ensemble de ce que vous avez dit, mais aussi transition étudier sous l'angle de l'organisation. Alors, les systèmes donc questionnés sous l'aspect de leur efficience, que j'ai bien vu dans une des diapositives que vous avez présentées, je crois, dans la deuxième présentation, c'était la diapositive sur les résultats de la question 4, on va bien
montrer sur l'impact du système et des acteurs sur les systèmes, des décideurs politiques jusqu'aux élèves. Pour les profs, pour les enseignants, c'est la question de la formation à la transition qui est apparue la plus importante, et pas seulement pour les enseignants du primaire, mais aussi pour les enseignants du secondaire, et aussi pour les cadres de direction qui ont été oubliés dans cette affaire-là. Pour les parents, qui ont été évidemment abordés à partir de leur niveau social, du niveau scolaire du père et de la mère, mais aussi, et j'ai trouvé ça très important, sur l'importance de leur implication, quels que soient les deux facteurs précédents, sur leur implication dans l'éducation de leur enfant. Pour les élèves, enfin, que vous avez étudié les uns et les autres à partir de l'âge de la transition, des facteurs psychosociaux qui jouent énormément sur la qualité de cette transition, en particulier sur l'estime de soi. Mais j'ai noté aussi la grande attention qui a été portée sur, je ne dirais pas l'iniquité, ça ne dirait pas, mais qui est aussi l'inéquité, peut-être des genres, qui a été noté avec une attention très grande, mais je l'ai trouvé aussi dans les études que j'ai eu la chance de suivre par ailleurs, vraiment on va le retrouver, je pense, assez partout. Attention à porter aux violences et aussi sur le plan matériel, tout ce qui est lié donc aux difficultés de genre sur le plan matériel et moraux. Également, bien sûr, la question du décrochage, qui a été l'objet d'une communication complète. On voit qu'elle touche plus les garçons que les filles, qu'elle est liée aux facteurs précédents de motivation liée à l'estime de soi, à l'attrait de la vie professionnelle, pas uniquement sur les aspects financiers, d'ailleurs, et pas seulement de la part des décrocheurs eux-mêmes, mais de leur famille. Elle est du coup peut-être du système social aussi. Mais aussi, ce que j'ai noté, c'est ce que vous avez dit sur le métier de reprise d'études de beaucoup de ces décrocheurs. Moi, je trouve ça, c'est un aspect très positif dans vos études. Alors, bien sûr, tout ceci est lié à la performance, à la cohésion au niveau socio-économique, à la structure familiale, bien entendu. Vous avez donc donné toutes ces choses-là. Et j'étais très attentif à une question de la salle, parce que je l'avais noté avant qu'elle vienne, c'est sur la question de l'accrochage, que vous y êtes revenu, vous avez répondu sur ces questions-là. Je crois que c'est intéressant de voir les choses dans le sens. Qu'est-ce qui fait que l'élève il y a beaucoup d'études, peut-être un peu anciennes, mais en tout cas dans mon souvenir, qui parlent de l'accrochage individuel et collectif. Combien de temps un élève est accroché sur un ordinateur, voici ce que je place, lui et collectivement. Et je vais voir sur lui-même. C'est pas beaucoup. Alors, sur le deuxième point, sur le contexte, j'arrive pas à me remettre mon j'écris mal, mais j'ai écrit sur les genoux et avec les genoux, certainement. L'école apparaît dans les notes apparaît comme à la fois un acteur et tributaire du système social qui apparaît toujours en filigrane derrière ce que vous avez dit. L'école questionnée dans sa géographie urbaine ou rurale, questionnée dans son système socio-économique, dans l'offre d'enseignement en général, qui est proposée par les États, et ça a été traité, surtout dans la première communication, qui est de la rupture géographique, de la rupture pédagogique, de la rupture affective. Je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, rupture géographique
Et après, c'est l'éloignement. L'éloignement, c'est aussi la question de l'enseignement unique versus enseignant plurienseignant, si vous voulez, sur l'âge, également, à partir duquel l'enseignement du cocon familial initial, qui est quand même un chiffre de relation, vous l'avez noté aussi en général, et puis bien sûr le lien entre le cadre de vie et le cadre scolaire. Le troisième point, c'est la transition que vous avez traité sous l'angle de son organisation. Organiser l'accueil avant la transition proprement dite, vu et entendu à plusieurs reprises. Création de sections d'accueil, ça je ne sais plus si c'est maintenant ou plutôt ce matin. Madame Baillet a dit elle existe non c'est-à-dire qu'elle est essais, mais qui mériterait d'être traité de manière beaucoup plus systémique. C'est pour ça que je bien insister sur l'aspect systémique de ces choses-là. Vous avez dit, vous, le faire de façon cadrée, avec un suivi effectif. Alors, je terminerai en conclusion en disant ce que j'ai trouvé de vraiment commun dans tous les pays qui ont été abordés, c'est, bon, le constat de difficulté, ça, c'est une part de l'affaire, l'importance de l'implication parentale, la question du niveau socio-économique, les effets de genre, pas seulement sur la vie, sur l'école, mais sur les conséquences en termes de décrochage, par exemple. Évidemment, sur le manque d'infrastructure, ça aussi garage, et aussi sur le contenu du programme. Alors, les conséquences de tout ça, elles sont amenées sur la formation des maîtres, essentiellement du secondaire, qui paraissent être moins conscients de l'importance de cette transition à connaître que les enseignants du primaire. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, les conséquences qui ne sont pas toutes au même niveau que je vous donne là. Donc, formation des maîtres à revoir pas seulement sur les aspects disciplinaires, mais aussi la formation des cadres de direction, la formation des professeurs principaux, qui ont un rôle que vous avez souligné, qui est absolument fondamental et à revoir, visiblement, d'après ce que vous avez dit. Ce qui m'a paru aussi très important, c'est l'attention très grande que vous avez portée à l'élève dans son développement personnel, notamment marqué par l'estime de soi. Et quand on parle de l'élève au centre de l'éducation, moi je l'ai senti dans vos présentations. Voilà, alors, les conséquences aussi, c'est l'adaptation des programmes aux besoins locaux, avec un grand besoin de contextualisation, peut-être de décentralisation, l'organisation de sessions d'accueil, préparation mais aussi sessions d'accueil après, une action à mener auprès des parents, là aussi on a une approche systémique des parents dans l'école, avec l'école, les enfants en France, c'est tout seul, cette idée une action à mener sur la motivation des personnels enseignants, à tous les moyens politiques et économiques que vous avez suggérés, je veux dire, et puis l'importance, vraiment l'importance de trouver de faire cette transition, de l'organiser, non pas CM2, 6e seulement, mais bien à l'avant et bien à la jusqu'à 3e. Et j'ai terminé. Non, parce que on va revenir un peu à toi en fin de journée. Donc, je pense qu'il y a une question à faire. Donc là, on a sollicité, maintenant je vais solliciter en fin de journée, on va solliciter les fois. Mesdames, madame,
Messieurs, un grand merci.